Bonjour à tous. Il est 13h01. Je vous propose qu'on commence. Chacun d'entre nous va se présenter et expliquer un peu le déroulé. Pour que vous ayez bien conscience de comment ça se passe, il y a un chat ou une zone de questions où vous pourrez poser vos questions lors des échanges et évoquer. Voilà, n'hésitez pas à nous interpeller si besoin. Je laisse la parole donc à Véronique pour commencer cette présentation. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire consacré à l'apprentissage des masseurs-kinésithérapeutes. Donc, je suis accompagnée de Frédéric Parpex, qui est directeur des 3 IFMK de la Nouvelle-Aquitaine, alors IFMK, Institut de formation en masseur-kinésithérapie, et Elisabeth Chéry-Loubier, qui effectivement est coordinatrice régionale de l'apprentissage pour le CFA Croix-Rouge Compétences. Et moi-même, donc en qualité de directrice régionale du développement, Véronique Zeglen. Donc Lucie nous accompagne dans le webinaire et elle est responsable communication et jouera le rôle de modérateur. Merci Lucie. Alors, au sommaire, je vais partager mon écran. Ah, j'ai un petit souci, excusez-moi. Est-ce que mon écran est visible ? Est-ce que mon écran est visible, le diapo ou pas ? Non, on voit rien du tout pour l'instant, Véronique. Tu veux que je le partage ? C'est bon, c'est bon. Je n'avais pas cliqué assez fort, excusez-moi. Alors, au sommaire, effectivement, nous allons... je vais faire une rapide présentation de Croix-Rouge Compétences Nouvelle-Aquitaine, très synthétique, et nous aborderons successivement la formation des masseurs-kinésithérapeutes par l'apprentissage, le contrat d'apprentissage pour les masseurs-kinésithérapeutes et l'accompagnement du CFA, du Centre de formation des apprentis. Rapidement, la filière formation de la Croix-Rouge est nommée Croix-Rouge Compétences. C'est un maillage territorial de proximité que nous sommes organisés en région et la Nouvelle-Aquitaine est l'une des 12 régions de Croix-Rouge Compétences. Avec une expertise dans le champ de la formation qui n'est pas nouvelle, puisque nous avons plus de 160 ans d'expertise dans le domaine de la formation sanitaire, sociale et médico-sociale, et au sein de chacun de nos projets pédagogiques sur l'ensemble de nos filières métiers, nous déclinons les valeurs humaines et riches de sens de la Croix-Rouge. Sans rentrer dans le détail de la carte qui s'affiche à l'écran, nous disposons de 9 sites de formation répartis sur l'ensemble du territoire. Nous travaillons avec 2300 partenaires qui accueillent nos étudiants en stage, 200 partenaires régionaux qui accueillent nos alternants et 2000 apprenants sont formés au métier sanitaire et social, des chiffres qui sont en lien avec des chiffres de 2023. Dans le cadre de la formation montée en compétences, une fois les professionnels diplômés, nous accompagnons plus de 7000 apprenants dans leur montée en compétences. Et donc, nous disposons d'un CFA unique Croix-Rouge avec effectivement des antennes régionales et des coordinateurs régionaux de l'apprentissage dans chacune de nos régions. Rapidement,
Nous sommes présents sur 3 segments de formation, préqualifiant, métier et montée en compétences. Nous avons une offre de 18 formations au métier du sanitaire et social, un CFA unique qui, au jour d'aujourd'hui, accompagne de plus de 3000 apprentis, et sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 197 apprentis au total. Si l'on zoome sur l'apprentissage des masseurs-kinésithérapeutes, nous avons démarré en 2022 avec 18 apprentis, 37 en 2023 et 48 en 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Aquitaine est la première région de France pour Croix-Rouge Compétences à proposer des études de masseur-kinésithérapeute par la voie de l'apprentissage. Donc, progressivement, chaque année, nous montons en charge. Frédéric, je vais te laisser poursuivre. Merci Véronique. Alors bonjour à toutes et tous, moi je suis Frédéric Parpex et comme le disait Madame Zeglen, je suis directeur des 3 IFMK Croix-Rouge Compétences de Nouvelle-Aquitaine qui sont situés, je l'ai classé par ordre alphabétique, donc Angoulême, Bègles et Limoges. Donc si vous représentez la Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'on a une répartition homogène sur le territoire, mais dans l'ancienneté des IFMK, le plus ancien est Limoges puisqu'il date de 1966, Bègles de 2011 et Angoulême de 2020. Je reviendrai sur les particularités de l'une et de l'autre, de l'un et autre IFMK, en particulier sur le contrat d'apprentissage un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les instituts de formation en kinésithérapie donc sont en convention avec les universités. On parle de partenariat pédagogique, on parle de partenariat organique, on parle de partenariat fonctionnel. En tous les cas, dans la diversité des possibilités de conventionnement, pour ce qui est des 3 IFMK, donc Croix-Rouge, nous avons des partenariats en convention avec les universités de Poitiers directement pour l'IFMK d'Angoulême, l'université de Bordeaux directement pour l'IFMK de Bègles et l'université de Limoges, évidemment, par rapport à l'IFMK de Limoges. Cette convention est à 2 étages, une convention de sélection, puisque vous le savez sans doute, les étudiants qui souhaitent entrer en IFMK, c'est-à-dire Institut de formation en kinésithérapie, doivent être sélectionnés par l'université de rattachement, donc de conventionnement. Là, les étudiants donc s'inscrivent en première année de sélection universitaire sur les filières classiques, PASS, LAS, licence d'accès santé. Alors là, il y a des déclinaisons très variables en fonction des universités. Et puis, il y a également les STAPS, la filière STAPS, qui est dans tous les cas, dans ces 3 IFMK-là, des filières qui sont des filières qui peuvent permettre d'intégrer donc cette formation. Au terme de la première année universitaire, les étudiants sont classés selon un concours et les étudiants ensuite choisissent leur IFMK en fonction du nombre d'IFMK de rattachement à l'université. Par exemple, sur Limoges, l'université de Limoges, nous avons 2 IFMK, l'Île-Fomer et la Croix-Rouge. Compétences. Sur Poitiers, nous avons l'IFMK de Poitiers et l'IFMK situé à la Couronne qu'on appelle l'IFMK d'Angoulême, donc rattaché à la filière de sélection universitaire, enfin aux filières de sélection universitaire. Et pour ce qui est de l'université de Bordeaux, nous avons les 3 IFMK qui sont celui du CHU de Bordeaux, celui de Dax et celui de l'IFMK de Bègles. Une fois que les étudiants ont intégré l'IFMK, à ce moment-là, ils rentrent dans des enseignements qui sont des enseignements professionnels, qui sont des enseignements universitaires, qui sont des enseignements pratiques lors des stages, et je reviendrai un petit peu plus loin sur ces données-là. Au total, ça nous fait à peu près 2000 heures d'enseignement théorique en IFMK et à peu près 1500 heures de stage, soit 55% d'enseignement théorique et 45% d'enseignement pratique. Et c'est là que l'apprentissage intervient et où les contrats d'apprentissage interviennent. Et pour pouvoir lancer les contrats d'apprentissage, il y a un triptyque. Il y a un triptyque qui est un employeur, qui est composé également d'un étudiant qui va prendre un statut de salarié et qui donc va devenir apprenti, et un triptyque composé également par le troisième pied qui est l'aspect pédagogique, et donc que nous représentons alors à la fois sur le plan pédagogique par les IFMK, mais aussi du point de vue administratif avec le CFA. Et le CFA Croix-Rouge, qui est représenté ici, accompagne nos étudiants et les employeurs dans l'ensemble des démarches qu'on détaillera peut-être par la suite.
Sur la diapo suivante, ce qui apparaît, donc là, c'était quelques données très générales, parce que je ne sais pas exactement quels sont les degrés de connaissance de la formation. Donc, je me suis permis de faire quelque chose d'un peu grand public, hein, et puis n'hésitez pas à l'issue à poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, il faut savoir que la formation en kinésithérapie, elle a été réingénierée en 2015 avec un arrêté qui présente l'ensemble des composantes qui représentées par les référentiels d'activité, référentiels de compétences. Il y a 11 compétences professionnelles à acquérir, le référentiel de formation qui décrit l'ensemble des unités d'enseignement et des contenus. Et puis, sur cet arrêté, ce qui est intéressant également par rapport au stage, c'est que sont décrits tous les documents attendus pour que l'étudiant puisse progresser en termes de montée en compétences durant le stage, et c'est ce qui est constitué par le portfolio. Nous reviendrons peut-être sur ces éléments-là. La formation, donc, elle dure 5 ans au total, une première année universitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, 4 années de formation professionnalisante en IFMK, représentées par les deux supports, c'est-à-dire théorique en IFMK et pratique chez les employeurs. L'étudiant doit valider 32 unités d'enseignement. Ces 32 unités d'enseignement, au total, ça fait 300 ECTS, 300 crédits européens, dans une perspective ouverte de continuité d'études si les étudiants le souhaitaient, mais il faut quand même se dire que c'est pas la majorité des étudiants qui font une prolongation d'études au terme de ces 5 ans. La majorité des étudiants, soit plus de 95%, vont directement travailler en milieu professionnel. Et puis, l'ensemble de ces ECTS ouvre à l'obtention d'un grade master qui permet donc aux étudiants d'avoir une reconnaissance à Bac+5. La réforme, elle est intéressante parce que d'abord, elle nous a amené à intégrer tout ce qui est lié à la démarche scientifique, tout ce qui est amené à la rigueur de la connaissance et de sa production et la production de savoir. Et c'est un élément important du point de vue de la fiabilité des pratiques professionnelles et de l'attendu social sur les pratiques professionnelles. Et cette formation, elle n'est pas préalablement. Il y avait un ancien référentiel qui était de 89 où c'était, je sais pas pour ceux qui sont passés par cette formation, c'est une formation qui se faisait selon des savoirs additifs. Vous voyez, on validait en fait des disciplines médicales et puis une fois qu'on avait validé les disciplines médicales, ben, il y avait la neurologie, je sais pas quoi, moi l'orthopédie, la traumatologie, la rhumatologie, tout ce que vous voulez. Puis au final, c'était cette addition-là qui faisait la formation. Aujourd'hui, en fait, il y a on croise en fait les données pour que les étudiants qui donc sont inscrits dans ces formations puissent en fait avoir 3 paliers d'apprentissage. On leur demande dans un premier temps de comprendre, donc d'avoir toutes les connaissances de base, hein, ce sont tous les enseignements fondamentaux. Ensuite, d'être en capacité de savoir-faire, et là on voit bien que la pratique du terrain elle est fondamentale, il n'y aurait pas de connaissances théoriques qui permettraient d'acquérir des compétences s'il n'y avait pas de savoir-faire mis en œuvre et évalué dans le cadre des stages et de l'apprentissage. Et puis une donnée très importante du point de vue de la connaissance, c'est de son acquisition, cette capacité à transposer des connaissances de base ou des connaissances acquises dans un champ clinique pour les transposer sur un autre champ clinique parce que ça nous permet à ce moment-là d'être en capacité de nous adapter, et c'est en quoi le grade de master qui est équivalent à un niveau d'ingénieur a été construit sur le modèle académique. Sur la diapo suivante, on a quelques éléments, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez qu'en IFMK, donc les 2000 heures en fait pour le faire en synthèse de cours magistraux et de travaux dirigés. Donc ça, c'est 55% du temps de formation, 45% c'est du stage, et c'est là où vous pouvez être intéressé, c'est que le stage, ça représente en fait, donc c'est 1470 heures de formation pratique, c'est au total sur les 4 ans en IFMK, 42 semaines de stage. Chaque semaine de stage représente 35 heures de pratique sur le terrain par semaine. C'est très encadré, hein, ça c'est très encadré par la réglementation, et chaque semaine de stage permet de valider un ECTS, donc un des crédits européens et donc un des 300 crédits européens dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que donc c'est à la fois évidemment une montée en compétences, mais c'est aussi une préparation à la certification, et donc il y a une rigueur à avoir à la fois du point de vue de l'accompagnement pédagogique, à la fois de l'accompagnement administratif, mais aussi de l'accompagnement tutoral. Et on y reviendra également. Et puis un dernier point qui est très important, c'est que ce montage de formation se fait aussi en associant les 3200 heures de travail personnel. C'est-à-dire que ça fait, vous voyez, au total plus de 6000 heures d'enseignement au global, enfin en tout cas de temps d'apprentissage au global, représenté par des apports directs et puis par le travail individuel. Et donc ça veut dire qu'on attend de nos étudiants aussi qu'ils fassent des approfondissements personnels et que l'on accompagne, mais qui s'appelle du temps de travail personnel.
Donc, une fois que on a comme ça construit le premier, j'allais dire le premier cadre de la formation, on peut se poser la question, mais quelle différence en fait il y aurait entre un étudiant de droit commun, c'est-à-dire celui qui est qui rentre chez nous comme ça, et puis celui qui bascule sur un statut. Tous les étudiants ont été admis par les universités, donc de fait ils sont inscrits tous en droit commun. Puis d'un seul coup, il y en a quelques-uns qui font le choix du contrat d'apprentissage. Alors le contrat d'apprentissage, en fait, ça ne change pas du point de vue du contenu de formation, puisque les étudiants ont la même durée de formation et les mêmes contenus de formation. Alors moi, Madame Zeglen disait tout à l'heure qu'on avait à 7h48 étudiants en kinésithérapie qui sont donc c'est 48 étudiants sur un total de 414. Hein. Donc vous voyez qu'on est à plus de 10% d'étudiants qui sont en contrat d'apprentissage. Donc on a maintenant une antériorité et un savoir-faire d'accompagnement. Et moi, je peux témoigner de l'intérêt des contrats d'apprentissage et parce que ce que je peux apprécier chez les étudiants, c'est que ça améliore leur professionnalisation. Et il y a deux temps dans lesquels ça se souligne, enfin en tout cas ça apparaît, c'est les temps de stage, mais aussi pendant les périodes d'été où les étudiants, ou en tout cas pendant les périodes de vacances, où les étudiants ne peuvent pas bénéficier des congés proposés par l'IFMK, enfin mis en place par l'IFMK, au-delà des 5 semaines réglementaires, puisqu'ils sont salariés. Et de ce fait, au-delà des 5 semaines réglementaires, ils reviennent travailler ou ils vont travailler chez leur employeur. Et là, très clairement, on sent bien que pour l'employeur, c'est un vrai plus parce que vous pouvez vous appuyer sur ces étudiants. Alors, attention, ce ne sont pas des professionnels diplômés d'État. Donc, il y a toujours un caractère de sécurisation des soins, un caractère d'accompagnement et de référentiel ou de personnes de référence pour accompagner ces étudiants, ces apprentis. Mais très clairement, on voit que ce sont des jeunes qui sont plus en responsabilité et qui comprennent mieux, ou plus vite en tous les cas, plus vite, pas mieux, mais plus vite leur métier que les autres. Particularité je vous disais tout à l'heure, des projets d'IFMK, je le souligne parce qu'en fonction du profil d'étudiants qui peuvent être attendus ou des apprentis qui peuvent être attendus. En fait, pour ce qui est des IFMK de Bègles et des IFMK et de l'IFMK de Limoges, en fait, on est sur le même modèle, c'est-à-dire que l'apprentissage est possible, le contrat d'apprentissage est possible à partir de la 2e année. Ça, c'est la réglementation. Et donc, l'étudiant peut être apprenti en 2e année, 3e et 4e année, ou 3e et 4e année, ou 4e année. Voilà. Donc ça, c'est le modèle général. Et puis, il y a une particularité, je disais qu'en 2020, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a autorisé l'ouverture de l'IFMK d'Angoulême et a attendu, enfin en tout cas a mis dans le marbre que les 2 premières années de formation, c'est-à-dire la 1re et la 2e année, les étudiants seraient subventionnés par le Conseil régional et que sur le 2e cycle, c'est-à-dire sur la 3e et la 4e année de formation en IFMK, là, les étudiants seraient à 100% de la promotion signataire d'un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est une petite particularité qui fait que là, vous voyez que vous avez une totalité de la promotion. 100% des étudiants à Angoulême, à partir de la 3e année, sont en contrat d'apprentissage. Ça donne une petite tonalité particulière qu'il faut avoir en tête. Une fois que l'étudiant est apprenti, donc il réalise tous ses stages chez l'employeur, sous réserve que l'employeur lui permette de valider les terrains de stage. Et là, je vais y revenir sur la diapo suivante, puisque quand on s'intéresse au parcours de stage, alors vous voyez la diapo est un petit peu chargée, mais si on la lit ensemble, on voit que du côté gauche, donc on a les années de formation, hein, K1, K2, K3, K4, donc ça c'est bien en IFMK, que le numéro de stage correspond en fait au nombre de stages à réaliser pendant l'année de formation. Donc on voit que en K1, on a 2 stages à réaliser et que chacun de ces stages-là fait 3 semaines. D'accord ? Nombre de semaines. Je reviendrai après sur les objectifs généraux. Les K2, pareil, eh bien, vous avez 2 stages à réaliser en 2e année. En fait, vous avez un stage par semestre. Chaque stage a une durée de 6 semaines. Donc, un stage en semestre 3, un stage en semestre 4. Chacun fait 6 semaines, donc 12 semaines au total. En 3e année, le modèle, il y a un parallélisme de forme, puisqu'on remarque que les K3 font aussi 2 stages numéro 5 et numéro 6, et que chacun de ces stages fait 6 semaines, soit un total de 12 semaines. Et la particularité de la K4, c'est qu'en fait, les 12 semaines de stage que l'on voit à réaliser pour valider son stage 7 de K4, en fait, ces 12 semaines en fait, sont agrégées les unes aux autres. Vous voyez, on n'est pas sur 2 périodes, mais une longue période de 3 mois de stage chez l'employeur. Et quand je disais tout à l'heure que l'ensemble des stages se réalisaient chez l'employeur, c'est sous réserve que l'employeur puisse permettre la validation des stages obligatoires, puisqu'il y a 3 champs cliniques à valider, qui sont le musculo-squelettique,
le neuromusculaire et le cardio-respiratoire. Donc, ça veut dire que si jamais, et on a cette expérience et ça se négocie très bien, si un employeur n'a pas la possibilité de permettre à l'étudiant de valider un de ces 3 champs cliniques, bon, en général, il n'y a pas de difficulté sur le musculo-squelettique et le neuromusculaire, c'est plus le cardio-respiratoire qui peut être plus spécifique. Et bien là, ce qu'il faut, c'est permettre à l'étudiant de réaliser un stage de 6 semaines pour lui faire en sorte que cette validation soit possible, puisque sans la validation de ces 3 champs cliniques, l'étudiant ne pourra pas être proposé à l'obtention du diplôme d'État. Et puis le dernier stage, le stage de 12 semaines, c'est ce qui s'appelle le Clinica. Alors souvent, c'est un stage qui est associé avec le mémoire, mais pas que. En tous les cas, c'est un stage, là justement, on parlait de transposition, de mise en action de l'ensemble des compétences professionnelles. Là, très clairement, là, le stage se réalise, vous voyez, sur janvier, février, mars de l'année du diplôme d'État. Donc, on est sur 3 mois de stage à 4 mois avant d'obtenir le diplôme d'État. Donc là, vous avez des professionnels, ou enfin, en tous les cas, vous avez, alors je dis pas que c'est des professionnels, attention, mais vous avez des étudiants qui sont prêts entre guillemets à l'emploi et qui donc sont dans une autonomie leur permettant de travailler toujours en sécurisation, toujours entouré, et ça c'est très important, des professionnels. Entre parenthèses, comme ça n'est pas des professionnels, on ne peut jamais laisser ces apprentis seuls ou au cabinet ou au domicile des patients. Il faut toujours les accompagner, il faut toujours qu'ils soient en mesure en fait d'être en contact avec le tuteur ou le maître d'apprentissage. Sur la diapo suivante, Frédéric, il te reste peu de temps. D'accord, dis-moi combien de temps il reste. Elisabeth, il me reste combien de temps? Tu es déjà hors temps. Eh bien, je vais passer très vite alors sur la question de l'apprenti en stage, parce que ça, c'est un travail d'étudiant. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment, si vous avez l'habitude d'encadrer les étudiants, c'est exactement ça. Donc, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. En revanche, j'en finirai là, sur la diapo suivante. Peut-être juste les maîtres d'apprentissage. Voilà, c'est juste que, vous voyez, là, c'est en tous les cas, c'est les rôles et attendus qui sont définis d'ailleurs par la réglementation sur maître d'apprentissage et tuteur de stage. Vous voyez, très très rapidement, il y a l'organisation du stage, il y a la formation clinique et de la responsabilité, de la co-responsabilité entre tous les acteurs sur l'accompagnement des étudiants. Et puis, je finirai juste sur le dernier point, c'est que vous êtes garant, enfin en tous les cas, nos tuteurs et nos maîtres d'apprentissage sont garants de la qualité et de la sécurité des soins durant les stages. Voilà. Merci de votre attention. Elisabeth, du coup, ça va être ton tour. Elisabeth, je vais poursuivre la projection du diapo. Je te laisse la parole. D'accord, mais cette diapo me va bien pour démarrer, puisqu'effectivement, Frédéric a raison. Le maître d'apprentissage, c'est le lien entre l'IFMK, le CFA et l'apprenti. Et pour moi, le maître d'apprentissage, c'est la personne référente, c'est la personne ressource pour notre apprenti. Donc, il n'y a pas d'apprenti sans personne référente. Donc, je veux bien que tu passes à la diapositive suivante, parce que du coup, pour pouvoir intégrer ces étudiants dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, ce qui est important, c'est de savoir le contrat d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un contrat de travail. Donc là, notre étudiant perd son statut d'étudiant. Il a un contrat de travail qui est conclu entre un candidat et un employeur. Alors, le contrat d'apprentissage, comme le disait Frédéric, peut se conclure dès la 2e année de formation en IFMK, mais à partir de la 2e année, il peut être conclu à tout moment jusqu'à la diplomation. L'obligation, c'est que le contrat se termine au plus tôt au moment de la diplomation. Donc, par exemple, si on avait idée de faire un contrat d'1 an pour que la 3e année, c'est pas possible. C'est quand on démarre, on va jusqu'à la diplomation. Le contrat, il peut durer entre 6 mois et 3 ans. Et c'est un CDD ou un CDI, puisqu'un contrat d'apprentissage peut être un CDI. L'apprenti est donc considéré comme un salarié dans la structure, mais il n'est pas comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise. Je veux bien que tu passes la slide suivante, Véronique, s'il te plaît. Donc, quels sont les avantages pour vos établissements de recruter des apprentis? Avant tout, c'est de transmettre votre savoir-faire et vos valeurs. Aujourd'hui, on sait que on manque cruellement de professionnels de santé, en particulier, et de rééducation et de réadaptation dans les services. Donc, c'est une façon, en recrutant un apprenti,
de travailler, qu'on œuvre tous, qu'on se remonte les manches pour essayer de former plus de monde, d'accueillir plus de monde pour avoir plus de personnes sur le terrain. Mais c'est aussi pour des étudiants, accueillir des étudiants qui ont validé une première année, donc qui ont déjà un socle de compétences et qu'on va amener à augmenter au fur et à mesure. Et puis, je pense que l'élément principal, et en tout cas c'est ce que l'on voit le plus souvent chez les employeurs, c'est que c'est l'occasion pour vous de former un futur salarié, de lui apprendre le métier tel que vous le pratiquez, votre fonctionnement, et aussi de l'intégrer à la culture d'entreprise. J'attire votre attention sur la qualité de l'accueil d'un apprenti, c'est-à-dire que c'est un outil de fidélisation, oui. En revanche, un apprenti peut s'engager, se sentir bien dans l'entreprise, et puis à un moment donné, on lui a promis quelque chose qu'on ne donne pas, et là, ça change tout. Donc, c'est vrai que c'est important de construire le projet avec l'apprenti pour dire, voilà, tu t'engages à rester, mais derrière, on peut offrir des postes dans tel service, et que tout ça, ça soit co-construit. Et bien entendu, pour l'entreprise, il y a quelques avantages à prendre des apprentis avec notamment les exonérations de charges salariales et un salaire qui est un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti. Véronique, je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'aide à l'embauche, aujourd'hui, il y a quelques changements. L'aide à l'embauche, elle change tous les ans. Et cette année, c'est pour ça que vous voyez un gros pavé rouge, c'est que cette année, le gouvernement n'a pas légiféré, on n'a pas le décret d'application. Donc, à part les apprentis qui ont un statut de travailleurs en situation de handicap, on sait qu'eux, ils ont une prime à l'embauche de 6 000 €, mais pour toutes les formations supérieures au bac, à ce jour, il n'y a plus de prime. Alors, le gouvernement s'était engagé à légiférer avant la fin janvier, nous sommes le 20 février, donc, on a bon espoir de pouvoir avoir les chiffres pour le début mars. En tout cas, pour les rentrées de septembre, c'est sûr qu'on aura des chiffres sur l'aide à l'embauche, mais aujourd'hui, on ne les a pas. Ce qu'il semble pouvoir se faire pour les apprentis d'un niveau de kiné, les entreprises de plus de 250 salariés devraient pouvoir obtenir 2 000 € et les entreprises de moins de 250 salariés auraient des primes de 5 000 €. Ces primes, quand elles sont versées par un service de l'État qui les déclenche à enregistrement de votre contrat. Donc, il faut déjà qu'il soit enregistré par votre OPCO et qui est étalé sur 12 mois. Vous devrez produire les bulletins de salaire de votre apprenti. Pour les cabinets libéraux de Charente, parce que je sais que certains d'entre vous se sont inscrits sur ce webinaire, il y aura, comme il y a eu l'année passée, un soutien du Conseil départemental de la Charente pour 1 à 5 cabinets. Ce montant d'aide est en cours de vote et sera voté le 28 mars. Donc, il faut, si jamais vous êtes intéressé et que votre cabinet est domicilié en Charente, parce que ça, c'est l'obligation, il faut que vous preniez contact ou avec Frédéric Parpex ou avec moi pour faire acte de candidature par écrit. Et comme ça, dès que nous avons le montant de l'aide et le nombre de cabinets concernés, on revient vers vous, on vous dit voilà, l'aide elle est comme ça, est-ce que vous êtes toujours partant? Et on vous met en contact avec les apprentis qui sont en recherche de postes en cabinet libéral, parce qu'on travaille aussi bien sûr le projet des apprentis. On va essayer J'en profite pour la question de Monsieur Combe que je vois. Pas d'aide possible pour les autres départements. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a que la Charente qui s'est engagée parce que la Charente manque cruellement de kinés. Il y a une liste d'attente pour les patients qui ont besoin de soins de kinésithérapie libérale. Et donc, ils ont décidé d'essayer de favoriser les cabinets et derrière aussi une fidélisation et une implantation locale potentiellement des apprentis qui seront diplômés. Mais par exemple, sur la Gironde, je sais qu'il y a des cabinets de Gironde. Aujourd'hui, le conseil départemental ne s'est pas engagé dans cette voie-là. Je veux bien que tu passes la slide suivante, Véronique, s'il te plaît. Donc, l'accompagnement du CFA, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le CFA, c'est avant tout une équipe. On essaye de répondre à vos attentes à partir du moment où vous voulez être en contact avec un apprenti jusqu'à la diplomation. À tout moment, vous pouvez nous interpeller. Dans notre équipe, il y a des chargés de relations candidats qui s'occupent de travailler le projet,
le CV, les entretiens, qui viennent faire des suivis avec vous et avec les formateurs. Ils font le lien avec l'équipe pédagogique, avec le maître d'apprentissage. Mais nous avons aussi dans l'équipe des personnes qui sont chargées du suivi administratif des contrats, qui vont vous aider, c'est-à-dire que nous, on vous aide à tout préparer. On vous prépare le CERFA, les conventions, tous les éléments. Vous n'avez qu'à déposer sur la plateforme de votre OPCO. Pour les cabinets libéraux, parfois, on n'a pas encore adhéré à un OPCO. Eh bien, elles vont vous guider sur comment adhérer à l'OPCO EP, comment déposer le dossier. Elles vont vraiment vous aider sur tous ces dossiers-là et aussi, elles montent les dossiers des apprentis qui ont besoin d'aide, notamment au permis. Et puis aujourd'hui, le CFA, on a fait un choix, c'est qu'on fait une journée d'initiation à la fonction de maître d'apprentissage. Et normalement, c'est une formation qui est payante, mais on s'est dit qu'on avait envie que nos étudiants soient le mieux accompagnés possible. Et donc, on a choisi de faire cette formation gratuite et d'inviter tous les maîtres d'apprentissage à venir une journée avec un formateur pour expliquer ce que l'on attend du maître d'apprentissage et aussi pour donner une boîte à outils de comment je peux suivre mon apprenti, comment je lui fixe des objectifs, qu'est-ce qui correspond. Et puis, c'est aussi un moment d'échange entre les différents terrains d'apprentissage. Aujourd'hui, être apprenti au CFA Croix-Rouge, bien sûr, ça a des avantages liés à la Croix-Rouge et aux valeurs de la Croix-Rouge. Ça veut dire que nos apprentis peuvent bénéficier du pôle accompagnement à la réussite. Nous avons d'ailleurs remporté un FSE+, un dossier d'aide de l'Europe qui nous soutient dans l'accompagnement des apprentis et pour éviter qu'ils soient décrocheurs. Ça veut dire qu'un apprenti qui a un problème social, qui a un problème scolaire, eh bien, on peut faire des cours de soutien, on peut les aider à trouver un logement, à trouver des aides quand il y en a besoin. On a aussi un service d'innovation pédagogique qui met à disposition de nombreux outils, notamment on a des salles d'immersion pour pouvoir mettre nos apprentis dans la vraie vie, donc vraiment dans la situation de soins. Et puis, on a aussi un matériel pédagogique extrêmement performant. Et puis, on a aussi un bureau des relations internationales parce qu'à la Croix-Rouge, on a l'habitude de travailler dans le monde entier. Donc, nos apprentis peuvent partir faire une partie de leur stage à l'étranger. D'ailleurs, nous avons 2 kinés qui partent au Sénégal le mois prochain. Donc, dans le cadre des stages, ça peut être dans un autre établissement de santé, mais ou à l'international, en fonction du projet de l'apprenti. Voilà ce que j'avais à rajouter sur le CFA. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, Lucie. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, donc toujours dans la partie chat ou dans la partie questions. Une question avait été évoquée, donc on va vous envoyer à la suite de ce webinaire la présentation qui a été diffusée, ainsi que les coordonnées de personnes avec qui vous pourrez éventuellement prendre contact s'il y avait des éléments qui vous semblaient pas complets ou que vous avez besoin d'échanger avec nos chargés de développement pour pouvoir être au plus près de vos attentes et de vos demandes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. Peut-être qu'il y a une question quand même. Peut-être, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, en attendant que la question arrive, juste traduire que on a l'habitude justement là enfin on a l'habitude en tout cas, on a cette ancienneté d'accompagnement des structures qui soient ou salariées ou libérales justement pour accueillir les apprentis. Hein, on a cet accompagnement et ce recul qui nous permet aussi d'essayer d'accompagner au mieux les structures. Et on a bien vu dans les années passées là où il était nécessaire d'intervenir et à quel moment il était important d'intervenir au niveau des libéraux en particulier, qui sont peut-être moins rompus que les structures salariées ou à la gestion des ressources humaines. Peut-être que là-dessus, Elisabeth, ouais, un point là-dessus. On a une question sur un sujet financier. Le principal frein pour les libéraux est financier. Comment savoir quel sera le coût sur une année, salaire ou pourcentage du SMIC? J'ai cette première question. Alors, effectivement, le salaire
C'est en fonction de l'âge de l'apprenti. Ce que je peux proposer, Lucie, c'est qu'on joigne à l'envoi le petit tableau qui donne le Avec le pourcentage. simulateur, oui. Oui, et un lien avec le simulateur. Par exemple, moi, hier soir, parce que le SMIC change régulièrement, ça veut dire que le salaire augmente en cours de contrat quand le SMIC augmente. Hier, j'ai fait la simulation pour un contrat d'1 an, alors sans aide, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'aide, même si on sait qu'il y en aura pour la rentrée de septembre. Pour un kiné qui avait 24 ans, le coût pour le cabinet était de 11 300 euros, pardon. Et j'ai également la question, je suis kiné en Gironde dans un cabinet libéral, est-ce que je peux prendre un étudiant kiné? Oui. Il faut qu'il soit plusieurs, je crois, dans le cabinet, si je ne dis pas de bêtises, ou ça n'a pas d'impact? Alors, il faut qu'ils soient plusieurs ou qu'ils aient exactement les mêmes vacances. Alors, c'est vrai que c'est mieux d'être à plusieurs parce que ça permet aussi de voir plusieurs pratiques. Mais en fait, comme l'étudiant, il ne peut pas être seul dans le cabinet, il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec lui. Donc, effectivement, un cabinet à au moins 2, c'est plus confortable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois d'assurer la permanence d'accompagnement des étudiants et puis la sécurisation aussi. C'est-à-dire que si jamais il y avait qu'un seul titulaire dans un cabinet, mais ça peut être pas forcément titulaire, ça peut être des assistants. En tous les cas, il y aura un maître d'apprentissage qui sera identifié comme référent, et puis après, il peut y avoir des tuteurs de stage là qui viennent compléter l'accompagnement. L'idée, vous comprenez, c'est de sécuriser le parcours du stage, parce que si le parcours de l'apprenti, donc de sa formation, puisque si jamais ça s'interrompait brutalement, de fait, l'étudiant serait en difficulté pour devoir valider ou pour pouvoir valider son cycle de formation. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Ce que je peux rajouter aussi par rapport à ce que tu as dit, Frédéric, sur les 3 champs à valider, normalement, on l'anticipe aussi, c'est-à-dire que dès le départ, on vous dit, voilà, en fonction de votre activité, on va pouvoir valider tel champ, et donc c'est facile de savoir les stages qui seront faits chez l'employeur et pas faits chez l'employeur dès le départ. Donc, vous n'aurez pas de surprise en cours de route. J'ai une nouvelle question qui est, pourrez-vous nous redonner les modalités pour avoir un étudiant kiné en apprentissage? Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'aspect, alors je veux dire, il y a l'aspect pédagogique. Faut bien prendre les deux parties. Elles sont complémentaires, elles sont associées et indispensables l'une et l'autre. Du point de vue pédagogique, il faut que l'établissement accueillant, qu'il soit libéral ou salarié, ou établissement, au sens très large. Donc l'établissement qui accueille l'étudiant doit assurer un niveau de formation permettant à l'étudiant de pouvoir se former. Et pour ça, donc, on sollicite un agrément de l'établissement dans lequel l'étudiant va aller. Et cet agrément, il s'obtient assez facilement, mais il y a un dossier à renseigner. Et ça, c'est à notre niveau, c'est au niveau pédagogique. Et là, on vous fait passer sans aucun problème ces dossiers. Et ces dossiers sont équivalents pour des étudiants en stage de droit commun ou en stage en tant qu'apprenti. Donc, pour pouvoir accueillir des étudiants de chez nous, là, des IFMK Croix-Rouge, on vous demande de renseigner, du point de vue pédagogique, ce dossier d'agrément, cette demande de dossier d'agrément. Ensuite, du point de vue du CFA, et là, je laisse la parole à Elisabeth, qui est l'autre versant, le versant purement, d'accompagnement par le CFA, justement, et quels sont les paramètres qui sont les siens. Pour moi, c'est que l'étudiant soit accompagné à chaque moment et qu'il puisse pas se mettre en péril et qu'il soit pas non plus considéré comme un kiné diplômé. Donc moi, à partir du moment où l'étudiant est accompagné et qu'il a bien un maître d'apprentissage qui est kiné, pour moi, ça peut fonctionner. Et je vois qu'on a une autre question. Monsieur Nouguet continue effectivement dans cette question en disant que est-ce qu'il faut participer au mémoire ou est-ce qu'il y a des rendez-vous à faire en dehors du temps dans le cabinet? Parce qu'il prend souvent des stagiaires de 3e année et il serait étudiant et il serait intéressé par un apprentissage pour devenir maître d'apprentissage. Ouais. Alors, moi, vous savez, monsieur Nouguet, là, si vraiment vous êtes intéressé, je pense que le plus simple, c'est qu'on prenne contact en direct pour pouvoir répondre précisément, parce que je ne sais pas exactement quel est le sens de est-ce qu'il faut participer au mémoire, est-ce que vous demandez si l'étudiant sort de son terrain de stage ou son terrain d'apprentissage
pour aller en IFMK? Est-ce que c'est vous qui êtes sollicité? Et là, il faut que je vous explique, que je vous donne tous les détails des modèles là, de préparation au mémoire. Voilà. Mais là, il faut qu'on puisse échanger en direct ou même monter un autre webinaire sur la thématique si vous en êtes d'accord, Lucie, Véronique et Elisabeth. Mais là, on est vraiment dans la mécanique interne là, de la formation. Et puis, ce sera intéressant pour vous, si vous accueillez déjà des étudiants de chez nous, qu'on puisse faire connaissance, parce que vous savez qu'Hélène Pellegry, qui était la directrice précédente, est partie à la retraite et que voilà, ça nous permettrait aussi, nous, de nous rencontrer, donc de mieux nous connaître. Effectivement, donc on vous joindra, on vous proposera un rendez-vous, Monsieur Nouguet, avec plaisir. Et j'avais une autre question de Monsieur Combe qui, donc c'est faisable en libéral, donc effectivement, comme ça a été indiqué, c'est effectivement faisable en libéral sous un certain nombre de conditions. Il faut pouvoir prévoir à l'étudiant de valider le MSK, le cardio-respi et le neuromusculaire, et le coût pour un cabinet serait de, alors, 11 000 € par an. Oui, c'est ça. Alors, pour un étudiant, la simulation que j'ai faite hier soir pour avoir des chiffres précis, c'était et je suis allée sur le simulateur de l'État, donc au plus juste, c'était 11 300 pour un étudiant de 24 ans. Donc, effectivement, si l'étudiant est plus jeune ou plus vieux, ça pourra changer. Mais effectivement, c'était ce coût-là. Et d'ici le mois de septembre, on sait qu'on aura une aide supplémentaire de l'État. L'objectif étant, pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui est en général le cas des cabinets libéraux, c'était d'avoir 5 000 €. Donc, ça réduirait quand même la facture. Voilà. Et par contre, pour aussi rebondir sur ce que disait Monsieur Nouget, les apprentis, on ne va pas les laisser tout seuls chez vous. C'est-à-dire qu'on aura des temps forts où on vient, les formateurs et le CFA, vous rencontrer, voir la progression de l'apprenti, qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi on peut vous soutenir et tout ça. On ne va pas vous laisser tout seul dans ce rôle-là. On est vraiment accompagnant et on est disponible en dehors de ces temps-là aussi. À tout moment, vous pouvez nous solliciter. Est-ce que ces 11 000 € couvrent pour l'étudiant le salaire et les frais de scolarité de l'IFMK? Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, en fait, les 11 300 €, ça correspond au salaire de l'apprenti, en sachant que la formation, elle va être prise en charge pour les cabinets libéraux, l'OPCO-EP, mais sinon par l'OPCO de branche de l'établissement de santé concerné. Et en fait, alors comment on détermine le prix de la formation? France Compétences publie des textes en recommandant des tarifs, et nous à la Croix-Rouge, on pratique le tarif recommandé et on ne facture pas de surplus. Est-ce qu'il reste des questions? Donc, comme disait précédemment, on reprend contact avec les personnes intéressées. On vous envoie un petit mail à la suite de ce webinaire pour vous partager la présentation. Et bien sûr, on reste disponible si besoin pour tout ça. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, on reste en contact, comme on dit, et bon appétit, surtout pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Merci à tous. Au revoir.